Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour ce dialogue littéraire sous le soleil du mois de mai. Aujourd'hui, nous allons retrouver Caroline qui nous exposera 3 de ses coups de cœur au rayon poche. Mais avant cela, nous allons partir à la rencontre de 2 auteurs, Alexandre Tarot avec qui nous parlerons musique, puis Florian Mazel qui nous parlera histoire. Alexandre Tarot est l'un des plus grands pianistes du monde. Il nous a fait l'honneur de venir à la librairie Dialogue. Il vient de signer un ouvrage aux éditions Grasset, Montrez-moi vos mains. Dans ce texte, il nous parle de sa passion pour la musique. Il nous raconte ses souvenirs et nous fait partager des émotions vécues sur scène. Nous le retrouvons tout de suite au micro de Laurence. Alexandre Tarot, bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter Montrez-moi vos mains, un magnifique texte paru aux éditions Grasset, dans lequel vous nous racontez votre métier de pianiste par petites touches, souvenir après souvenir. Alors grâce à ce livre, vous nous faites véritablement entrer dans le quotidien d'un pianiste soliste. Vous partagez avec nous vos doutes, vos convictions profondes, vos habitudes, plusieurs anecdotes et histoires sur le monde de la musique, mais vous mettez aussi des mots sur ce que c'est que jouer et interpréter, sur le rapport que vous entretenez avec la scène, avec le public et avec les compositeurs. Alors avant tout, comment est-ce qu'on passe de la musique aux mots? Comment est-ce qu'on parvient à trouver les mots, à mettre des mots sur ce qui se vit grâce à la musique et par la musique? Les mots pour nous, musiciens interprètes, c'est un autre monde. Hein. Les mots nous dérangent, les mots nous sont étrangers. Quand on choisit une note, elle est juste. On l'a travaillée pendant des années, des décennies. Son poids, sa couleur, la texture du son. Voilà, donc ce n'est pas rien pour un musicien de se mettre à l'écriture. C'est une expérience. Montrez-moi vos mains, ça nous raconte en effet la journée d'un pianiste soliste, de son réveil jusqu'à l'extinction des feux après le récital. Mais au fil des pages, vous nous parlez aussi du temps long d'une carrière de pianiste. Alors est-ce que l'écriture de ce livre a constitué pour vous un espace hors du temps? Il m'a aidé à me glisser dans le temps d'attente du concert. En fait, j'en parle beaucoup dans ce livre finalement de l'attente, mais c'est une attente délicieuse. Mais cette attente-là, elle est parfois longue. Je viens de passer 5 heures dans un train pour venir jusqu'ici. Alors, dans ces moments-là, l'écriture des livres, l'écriture, elle abolit toute attente. Hein. 5 heures, vous écrivez, les 5 heures passent comme 5 minutes. L'un des moyens d'oublier le temps, donc par l'écriture, mais peut-être qu'un autre moment où on oublie le temps, c'est celui qui est sur scène. C'est un moment très important aussi de votre livre, puisque tout, c'est l'espace central de votre métier, de votre vie, la scène. Alors, ce temps sur scène est-il un espace de liberté pour le pianiste? On a l'impression que c'est la vie, mais puissance 1000. On se sent vraiment bien sur une scène. Alors le trac peut venir, mais quand on a l'expérience de la scène, on n'a plus forcément on a le trac, mieux vaut l'avoir, mais un tout petit peu. Mais c'est pas une peur qui nous empêche de jouer. Pourtant, la vie de tous les jours, elle est là, à quelques mètres. Hein. Quand on est au centre de la scène, les coulisses, ils sont à 5, 10 mètres maximum. C'est une frontière invisible. Mais quand je la passe, cette frontière, après les coulisses, là, je ne suis pas très heureux, au fond. Mais sur scène, je suis heureux. Même si ce n'est pas facile tous les jours, mais sur scène, je suis heureux. Et tous les artistes vous diront la même chose. Vous dédiez aussi votre livre à ceux qui se nourrissent de silence. Alors en quoi est-il si important, le silence? C'est de lui que naît la musique. Qu'est-ce qui se passe? Quand on s'assoit, on arrive au piano, il y a ce tsunami d'applaudissements qui arrive comme une gifle, là, et puis on s'assoit au piano. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a ce silence. Ce silence-là est très très important. Et c'est avec ce silence c'est sur ce silence qu'on va construire le concert. Le silence, c'est ce qui nous relie à la musique. L'auditeur, après le concert, il y a les applaudissements, ensuite il va partir, manger dans un restaurant, et puis il va rentrer chez lui. Et puis à un moment, il va se retrouver dans son silence. Et ce silence-là, c'est dans ce silence-là que va revenir le concert. C'est dans ce silence-là que le concert va s'imprimer en elle. Florian Mazel est professeur d'histoire médiévale à l'université de Rennes 2. Il a participé à la coordination de l'histoire mondiale de la France réalisée sous la direction de Patrick Boucheron. Un ouvrage dans lequel l'intrigue, la critique, mais surtout la narration sont des éléments clés pour reconstituer une histoire de la France.
Nous retrouvons tout de suite Florian Mazel au micro de Laurence. Florian Mazel, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez aujourd'hui nous présenter un ouvrage monumental intitulé « Histoire mondiale de la France » et qui est paru en janvier aux éditions du Seuil. Alors ce livre, il a été réalisé sous la direction de Patrick Boucheron et vous en êtes l'un des coordinateurs avec Yann Potin, Nicolas Delalande et Pierre Singaravelou. Et il rend accessible un discours engagé et savant sur l'histoire de toute la France en très longue durée, en choisissant la forme de la chronique en 146 dates, par 122 chercheurs, avec une ambition, réconcilier l'art du récit et l'exigence critique. Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots de la naissance de cet ouvrage et de la volonté qui a été à son origine ? Oui, alors effectivement, la volonté, elle est partie de la petite équipe de coordination, qui est dirigée par Patrick il y a déjà à peu près 1 an et demi. La volonté, c'était d'une part de répondre, on va dire, à une histoire de France qui jusqu'à présent, ou dans les dernières années, avait été un peu captée, appropriée par des polémistes, des journalistes, donc de porter une parole par des historiens professionnels, en acceptant de jouer le jeu de la, on va dire, de la diffusion de la recherche, de la mettre à portée du grand public, notamment par la forme de la chronique et la forme de l'intrigue, donc du petit récit. Alors l'une des caractéristiques les plus évidentes et peut-être importantes de cet ouvrage, c'est le fait qu'il soit collectif, puisque 122 chercheurs y ont participé, alors des historiens mais aussi des sociologues, des anthropologues ou encore des archéologues. Mais comment est-ce qu'on organise une telle polyphonie ? Quelle était la feuille de route pour tous ces chercheurs et comment est-ce qu'on coordonne un tel ouvrage ? L'idée, c'était vraiment d'avoir une multiplicité d'auteurs. Il y en a quelques-uns qui font 2-3 notices, mais la plupart n'en font qu'une. Donc vraiment, c'était de s'adresser aussi aux spécialistes. Donc il y avait un premier souci qui était d'exigence intellectuelle. Le deuxième choix, il est plus politique, il est de dire que justement sur l'histoire de France, il faut un discours multiple, il faut un discours polyphonique, comme vous l'avez dit, parce que d'une part, aujourd'hui, on n'est plus capable en tant qu'historien, même si on veut être au plus près des sources, notre exigence était véritablement, en faisant appel à des spécialistes, des gens qui travaillent la documentation primaire, qui ne soient pas des intermédiaires, comme souvent. Donc il y avait une feuille de route qui a été largement reprise dans la préface de Patrick Boucheron, qui a amplifié, je dirais, le texte de départ qui a été envoyé aux auteurs, qui stipulait le format, des notices courtes, entraînantes. Enfin, l'idée c'était de faire du récit et de rentrer par le récit d'un événement. Et ensuite de laisser assez carte blanche sur la forme aux auteurs. Alors donc dans ce livre on découvre donc 146 dates. Certaines de ces dates on les connaît, elles font partie de notre imaginaire et de notre mémoire nationale déjà. D'autres arrivent dans notre mémoire, des dates moins connues. Comment est-ce que ça s'est fait, le choix de toutes ces dates ? Alors la sélection, ça a été un moment assez amusant, il faut dire. Enfin, il y avait une partie ludique quand même qui était intéressante. On avait choisi de ne pas forcément écarter toutes les dates traditionnelles. Donc on en a gardé un certain nombre parce qu'il nous semblait intéressant de les reprendre tout en les revisitant. Et puis des propositions des auteurs qui ont parfois réajusté des dates. On leur en a proposé. Ils ont dit non, mais celle-ci, finalement, on préférerait la décaler de 5 ans ou 10 ans, ce serait plus intéressant, parce que ça permettrait d'aborder tel ou tel autre problème. Donc on l'a bâti comme ça et on l'a enrichi. Alors l'ouvrage, il peut se lire, si on le souhaite, dans l'ordre chronologique, mais on peut aussi, bien sûr, piocher des dates comme on veut. Il y a aussi des renvois à la fin de chaque texte, donc des renvois vers d'autres dates. Il y a des parcours buissonniers proposés à la fin du livre aussi sur des thématiques. Alors est-ce que ça signifie que finalement il n'y a peut-être pas de véritable continuité dans cette histoire ? Il est évident que ce qu'on a voulu faire, c'était mettre fin un petit peu ou en tout cas perturber l'idée d'une forme de destinée manifeste de la France, comme une destinée manifeste des États-Unis, enfin avec l'idée d'une sorte d'État-nation qui dès le XIIIe siècle se serait projeté dans le territoire, qui deviendra celui de la République, qui devient ensuite le nôtre, bref. Le deuxième enjeu, c'était celui quand même aussi de la lecture et de l'appropriation, c'est-à-dire de la promenade dans le livre, de manière à ce qu'on puisse aussi avoir d'autres lectures, que chacun fasse un petit peu son parcours lui-même d'une histoire de France ou d'histoire de France multiple, pour introduire du jeu. Nous retournons maintenant à la librairie Dialogue, au rayon poche, où nous allons retrouver Caroline qui va nous exposer 3 de ses coups de cœur. Bonjour Caroline. Bonjour Élise. Je crois que tu as décidé de commencer par nous présenter de la littérature suédoise. Oui, c'est un nouveau roman suédois, nouvellement traduit en français, qui s'appelle Aphrodite et vieille dentelle et qui a été écrit par Brunk Holmquist, si je prononce bien, et publié aux éditions J'ai lu. C'est l'histoire de 2 dames d'un certain âge, voire d'un âge certain. Elles totalisent peut-être 150 ans à toutes les 2. Elles vivent dans une vieille maison loin dans la campagne suédoise et elles y sont très heureuses, bien qu'elles aient à chercher leur eau dans le jardin du voisin. Enfin bref, c'est une maison très vétuste. Un jour, en ziotant dans le jardin du voisin, il s'avère qu'elle voit des lapins
et puis des chats qui ont un comportement un petit peu bizarre. Disons qu'ils sont très attirés les uns par les autres et elles vont faire une découverte un peu étonnante qui va les conduire à une idée saugrenue pour des vieilles filles, à savoir constituer des potions aphrodisiaques qu'elles vont se mettre à vendre par correspondance. À lire cet été, à lire n'importe quand pour retrouver le sourire. Merci Caroline pour ce conseil de lecture qui a l'air extrêmement drôle. On est pressé de le découvrir. Et je crois que pour continuer, tu as décidé de présenter un livre de littérature américaine? Oui, c'est un roman américain. Il est écrit par Karen Joy Fowler, il s'appelle Nos années sauvages et il est publié chez 10-18. C'est un roman qui est raconté par une jeune fille qui s'appelle Rosemary. Cette jeune fille a eu l'habitude d'être très bavarde. Et un jour, cette petite fille s'est tue. Elle s'est tue parce que son frère, puis sa sœur, ont disparu. On découvre sa famille qui est extrêmement extraordinaire. Vous allez découvrir pourquoi, je ne peux pas vous en dire plus. C'est humain, c'est sensible, c'est voilà, un livre à lire absolument. D'accord. Je crois qu'on continue avec les États-Unis, mais avec un auteur italien, c'est cela? C'est un romancier italien qui s'appelle Luca Di Fulvio, dans un livre qui s'appelle Le Gang des rêves, publié par Pocket. C'est l'histoire d'une femme qui a envie de vivre le rêve américain. Elle est sicilienne, on imagine qu'elle est extrêmement jeune et elle est malheureusement déjà la maman d'un petit garçon qu'elle a envie de protéger. Et on va suivre en fait son petit garçon qui rêve dans les rues du New York des années 20 que vous pouvez imaginer bien rude, pétri de gangs qui se soulèvent et qui s'affrontent, qui lui rêve de plus de grandeur. C'est un livre admirable qu'on a du mal à quitter. Les personnages sont tous extraordinaires et c'est une fresque incroyable sur le New York des années 20. D'accord. Merci beaucoup Caroline pour ces conseils de lecture qu'on a hâte de découvrir. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce dialogue littéraire du mois de mai. Je serai ravie de vous accueillir de nouveau le mois prochain et en attendant, je vous souhaite de belles lectures.